Bonjour à toutes, ravie de vous accueillir pour ce premier webinaire organisé par la commission Lobbying. Je vais commencer par vous présenter la commission. Donc, la commission Lobbying est constituée d'une équipe de 5 personnes. Donc, je suis la référente et je suis en charge de l'entrepreneuriat féminin, donc Catherine Beauvillain. Nous avons France Gerbal-Médal qui va vous faire la présentation qui suit. Elle est en charge des élus politiques. Nous avons Laurence Vernet. Alors, oui, France est adhérente de FCE Tarn. Laurence Vernet, qui est présidente de région Bretagne, Pays de la Loire, est en charge des élus économiques. Anne Navet, qui est adhérente de la délégation FCE des Hauts-de-Seine, est en charge des actions de mixité et de gouvernance. Et Nadia Ayadi, qui est présidente de la région Île-de-France, est en charge des actions de la communication. J'ai oublié de vous préciser que je suis présidente de la délégation des Hauts-de-Seine. Nos objectifs et nos actions. En fait, nous avons pour objectif de former et d'informer les présidentes de région et les présidentes de délégation pour les aider à agir sur le terrain et relayer nos actions de lobbying. Donc pour cela, nous avons prévu des webinaires trimestriels. Donc aujourd'hui, c'est le premier webinaire que nous lançons. Nous élaborons en parallèle le guide du lobbying, donc qui sera constitué à la fois des supports que l'on transmettra au fur et à mesure et qui sera en fait un guide structuré qui vous sera transmis en fin d'année. Nous avons également besoin d'identifier vos besoins respectifs sur le terrain. Donc, que ce soit au niveau local, régional, national, nous avons besoin de savoir quelles sont les difficultés que vous allez rencontrer. Et nous allons vous aider aussi à identifier vos interlocuteurs et les acteurs que vous allez devoir rencontrer chacune dans vos délégations. Donc, comment nous aider? Vous pouvez nous faire remonter vos difficultés. Vous êtes notre baromètre sur les territoires. Vous pouvez partager vos idées sur les évolutions de loi ou les textes allant dans le sens de la mixité. Remontez-nous vos informations sur les sujets phares de vos commissions par rapport aux métiers spécifiques de vos adhérentes, par rapport au sujet d'entrepreneuriat et par rapport au sujet de mixité en général. Vous êtes aussi notre appui au plan local pour toucher les personnalités au plan national. Vous pouvez avoir sur vos territoires des députés ou des sénateurs qui ont une portée nationale, qui sont par exemple présidents de commission. Et donc, merci de nous relayer ces contacts-là. C'est ensemble que nous serons plus forts. Nous devons, pour le lobbying de FCE France, agir à tous les niveaux sur vos territoires et nous, on prend le relais au niveau national. Donc, merci de nous faire passer vos idées et vos difficultés sur le mail qui est affiché lobbying@fcefrance.com. Voilà, je sors du partage d'écran et je vais passer la parole à France Gerbal-Médal, qui est spécialiste du monde politique et qui va partager avec vous un certain nombre d'éléments sur comment identifier vos interlocuteurs politiques, quels sont les codes et les protocoles à respecter. Donc France, je te passe la parole. Si tu peux actionner ton micro, oui. France. Merci Catherine. Merci beaucoup à toutes pour votre temps d'écoute. Je vais vous présenter un petit peu comment fonctionne l'appareil de l'État, mais également comment fonctionnent les communes et les intercommunalités, les départements et les régions pour savoir
quels sont les bons interlocuteurs et les bons leviers à aller tirer pour faire valoir la parole d'FCE France. Ça nous a semblé très important parce que nous rentrons dans une année électorale. On va avoir à la fois des régionales très rapidement et des départementales, et puis nous attaquerons le calendrier des présidentielles et des législatives, le tout dans les 12 mois à venir. Donc, il nous semblait important de revenir là-dessus. À l'ordre du jour, les interlocuteurs, les 3 niveaux des collectivités territoriales, l'État en suivant, et nous serons peut-être amenés plus tard à parler de l'Europe parce que c'est un interlocuteur économique majeur pour les entreprises que nous représentons. Donc, au niveau local, l'écosystème qui est généralement représenté de manière pyramidale avec l'État tout en haut et puis la commune tout en bas, nous avons choisi de le présenter de manière plus horizontale parce que finalement, il n'y a pas de hiérarchie entre le maire et le président. Il y a des compétences différentes, des partages de compétences différents, et en fonction de vos projets, vous avez à aller solliciter un interlocuteur ou une autre personne. On a rajouté aussi sur cet écosystème politique non seulement les éléments politiques comme le maire, le président d'agglomération, le président du département, de la région, les députés, mais aussi les présidents des chambres de commerce et d'industrie, les préfets ou les présidents d'organisations patronales. Donc, c'est tout un écosystème par territoire qu'il faut arriver à connaître. Mais nous nous concentrerons aujourd'hui sur l'écosystème politique. Donc, tout d'abord, au niveau local, le premier échelon, celui que vous connaissez le mieux, c'est la mairie. La mairie, le maire est élu pour 6 ans au suffrage universel. Il vote le budget. Il va être important pour la FCE de le connaître parce qu'il a des compétences qui sont en lien avec nos missions de valorisation de l'entrepreneuriat au féminin. D'abord parce qu'il va favoriser le développement économique. Pour cela, il a une compétence sur le commerce notamment. Il peut accompagner le commerce. Il peut avoir des managers de centre-ville. Et on peut trouver dans certaines villes aussi des agences d'attractivité très locales. On peut avoir des plateformes de click and collect mis en place par les mairies. Donc, c'est des éléments qui sont très importants pour le champ économique. Et donc, il faut connaître ces personnes-là. Il s'occupe également de la voirie ou du plan local d'urbanisme lorsqu'il ne l'a pas délégué à l'intercommunalité dont nous allons parler. C'est lui, par exemple, que vous allez aller voir pour, lorsque vous organisez un événement, demander la gratuité ou la location d'une salle communale. Il peut aussi vous octroyer des subventions pour un événement précis ou pour le fonctionnement. Sachez toutefois qu'il n'y a aucune obligation dans ces subventions ou dans le prêt ou la gratuité. C'est une décision du conseil municipal, ça fait partie de son programme et donc certaines municipalités vous accueilleront à bras ouverts et vous prêteront les salles, d'autres vous diront non et ça fait partie du jeu et de la relation que vous allez entretenir avec eux. Donc, c'est important de les connaître, de discuter avec eux, de les rencontrer régulièrement pour faire le point et pour qu'ils vous identifient en tant qu'élément de développement économique et donc d'attractivité territoriale. Le niveau au-dessus, qui est un niveau qui a été renforcé par la loi NOTRe, c'est le niveau de l'intercommunalité. Donc, on a plusieurs types d'intercommunalités. On a des habitants, mais qu'on a des communes qui sont d'un seul tenant. On a des communautés d'agglomération. Les communautés d'agglomération, généralement, sont des communautés qui ont moins de 400 000 habitants et qui ont une ville-centre qui va avoir une attractivité
plus importante et à minima 15 000 habitants normalement. Et puis, on va avoir le troisième niveau d'intercommunalité qui est la métropole. En France, on a comme ça une quinzaine de métropoles, c'est-à-dire d'intercommunalités qui regroupent plusieurs communes d'un seul tenant et qui ont plus de 400 000 habitants. C'est les lois MAPTAM et NOTRe, mais le Code général des collectivités territoriales également, qui fixent les compétences de ces intercommunalités. Et ce qui est très important, c'est qu'ils ont une compétence économique forte. C'est eux, notamment, qui s'occupent à la fois de l'aménagement communautaire, donc les zones d'activité commerciale, les zones industrielles leur reviennent. Ils ont aussi une compétence sur le transport, sur la mobilité, pour prendre en compte et travailler avec eux. Et puis, ils ont une compétence sur le développement économique, plus sur l'attractivité économique. Et donc, ils peuvent accompagner les FCE sur cette visibilité-là. Et il faut pour ça qu'ils vous identifient, non pas seulement en tant que groupe de femmes, mais avant tout comme force et groupe économique au féminin. Et donc, qu'ils sachent que lorsqu'ils ont des projets de développement économique, ils peuvent faire appel à vous pour leur remonter des informations, pour vous écouter, pour accompagner votre développement également. Si vous aviez, par exemple, une usine à monter sur une métropole, eh ben, il vous faudra des terres, il vous faudra des voiries, et c'est un dialogue qui doit s'engager avec le président de l'intercommunalité pour ce développement-là. Donc maintenant, nous allons passer au département. Au-dessus, mais sans lien finalement de hiérarchie, le département et la région. Alors, cette année, il devrait y avoir, soit en juin, soit à l'automne, 2 votes qui sont le vote du département et le vote de la région. C'est très important d'être vigilante à ce qu'on fait en ce moment avec les acteurs, avec les présidents de département et les présidents de région. Depuis le 1er janvier, chaque fois que vous relayez une action qui est menée par la région ou par le département, ou chaque fois que vous organisez une réunion, ça peut être rapatrié, ça peut être compté dans les comptes de campagne de l'élu en question. Ça veut dire que vous devez faire très attention à ce que vous tweetez, des photos que vous partagez et de la façon dont on utilise les mots. Le rôle d'FCE, c'est d'être apolitique. Donc, si je prends 2 phrases, si je dis nous apprécions le rôle mené par la présidente de région, ou si je dis la région Occitanie est solidaire des entreprises, la première phrase va rentrer comme du soutien politique et donc un affichage politique. La deuxième phrase va être considérée comme neutre et donc ne sera pas comptée dans les comptes de campagne, mais ne sera pas non plus utilisée à charge contre les FCE comme soutien à la région. Donc, c'est le moment où il faut savoir pourquoi on les voit, qu'est-ce qu'on leur demande, qu'est-ce qu'on partage comme information et comment on se positionne derrière. Donc, pour rappel, le département a des compétences économiques excessivement limitées depuis le partage de la loi NOTRe et de la loi MAPTAM. Le département s'occupe essentiellement du social. Ils ont une très, très grosse compétence sur tout ce qui est l'aide RSA, aide de maintien à domicile, PMI et autres. Mais par contre, ils n'ont plus la compétence économique, sauf une qui est la compétence tourisme. Il se trouve que dans le partage, la compétence tourisme est restée partagée entre le département et la région. Donc, pour nous, FCE, on peut rencontrer
le département, lorsqu'on a besoin de parler de sauvegarde du patrimoine, lorsqu'on a besoin de parler de protection des espaces naturels, de voirie départementale, à un moment donné, ça peut être important pour le développement des entreprises de s'inquiéter de l'entretien des voiries, du développement des voiries, du lien entre les différentes parties, les différents territoires d'un département, mais on ne peut pas aller voir le président de département pour parler avec lui de l'économie au sens large, parce que ça n'est pas dans ses compétences. La création des agences d'attractivité, théoriquement, la loi prévoit qu'ils n'ont plus à développer d'agences d'attractivité. Si elles existaient, ils peuvent continuer à l'accompagner, mais que normalement, ce champ-là doit revenir soit aux métropoles, soit aux régions. Donc, on le voit sur Toulouse, par exemple, avec So Toulouse, on le voit à Lyon avec Only Lyon, et c'est eux qui portent l'attractivité économique. Donc, cette attractivité, s'il existait avant une agence d'attractivité économique, vous pouvez prendre attache avec eux, mais ça sera plus en fait de la communication pour faire venir des entreprises, et c'est là où c'est souvent très très lié au tourisme. Quant aux régions, elles ont vraiment la compétence économique. C'est la région qui centralise les aides de l'Europe sur le développement économique. C'est la région qui donne les filières et le soutien aux filières. C'est la région qui peut, et qui, en ce moment, on le voit bien avec le Covid, accompagne les entreprises sur l'innovation, sur la restructuration, sur le maintien de l'embauche, sur l'aide à la formation professionnelle. C'est vraiment la région qui porte tous ces développements-là. Donc, c'est un petit point important. Alors, si ça marche, je vais vous montrer une petite vidéo très courte sur le rôle des régions. On fait un gros focus sur les régions parce que c'est quand même là l'élection majeure qui va arriver. Sachant que, par exemple, suivant les candidats, on n'a pas le même profil, le même programme économique, et que ça peut être intéressant d'accompagner les acteurs en la réflexion sur le développement économique. Alors, je pense que la vidéo va marcher. On va voir ça. Est-ce que vous avez des questions jusque-là ou c'est clair? Si je peux dire juste une chose? Oui, vas-y. Si cela vous intéresse, il y a également des vidéos sur le rôle d'une commune et des agglos, si ça vous intéresse, pour que ce soit un peu plus ludique. Ça pourra compléter le kit sur le lobbying politique. Exactement. Il y a Dessine-moi l'écho, il y a Service public qui en font pas mal, et voilà. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez. En termes de communication, ouais, vas-y. Envers les différentes institutions et différents interlocuteurs, est-ce qu'il y a un support ou une plaquette ou quelque chose, enfin, je ne sais pas, quelque chose qui synthétise et explicite FCE? Catherine, peut-être pour répondre. On a une plaquette de présentation de FCE que vous allez pouvoir vous procurer à la boutique prochainement. Et nous, en parallèle, aujourd'hui, on n'a rien à vous donner, mais on va travailler dans le kit lobbying. Dans le guide, on va vous préparer des choses. Ok, merci. On n'entend pas? Est-ce que comme ça va mieux? Avec les premières lois de décentralisation, qu'elles sont devenues des collectivités territoriales à part entière, au même titre que les communes et les départements.
Avec ces lois, l'État commence également à leur transférer des compétences. La France métropolitaine est aujourd'hui divisée en 22 régions. Chacune est gérée par des conseillers régionaux élus au suffrage universel direct pour 6 ans, qui élisent parmi eux le président du conseil régional. À partir du 1er janvier 2016, il n'y aura plus que 13 régions. En effet, certaines régions vont être regroupées afin d'avoir une taille équivalente à celle des régions d'autres pays européens et de mieux maîtriser leurs dépenses de fonctionnement. Les régions exercent des compétences dans de nombreux domaines. Le développement économique est leur principale compétence. Elles versent des aides aux entreprises pour les inciter à s'implanter sur leur territoire, à innover et à se développer à l'international. L'enseignement et l'apprentissage. Elles financent la construction, la rénovation et le fonctionnement des lycées et des centres de formation des apprentis, CFA. L'emploi et la formation professionnelle. Elle finance notamment les maisons de l'emploi, dont le rôle est d'informer et d'orienter les demandeurs d'emploi, et elle finance également des formations pour les demandeurs d'emploi. Le logement, elle finance par exemple la construction de logements sociaux. Les transports, elle gère notamment les TER, trains express régionaux, ou encore l'environnement, car elles entretiennent les parcs naturels régionaux de leur territoire. La loi NOTRe pour Nouvelle organisation territoriale de la République, adoptée en août 2015, a précisé les compétences des régions et a notamment supprimé les compétences en doublon entre les régions et les départements. Les régions sont désormais les seules collectivités territoriales à gérer les transports scolaires interurbains et à pouvoir verser des aides directes aux entreprises. Pour assurer leur mission, les régions disposent de différentes ressources. Elles reçoivent chaque année des dotations de la part de l'État et elles perçoivent des impôts comme la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, CVAE, qui est payée par les entreprises réalisant plus de 500 000 € de chiffre d'affaires. Elles peuvent également bénéficier d'aides de l'Union européenne et emprunter pour financer leurs investissements. C'est pour des régions redessinées et au pouvoir renforcé que les Français sont appelés à voter aux élections régionales les 6 et 13 décembre prochains. On reconnecte. C'est le 13, hein, mais on ne sait pas encore la date. Mais voilà, ça permet de voir un petit peu à quoi ils font référence et du coup, c'est important de bien les connaître pour pouvoir accentuer les axes de développement. Par exemple, si je reprends l'Occitanie, il y a eu un très très fort lobbying pour que 3 axes majeurs, 3 filières majeures soient soutenues. L'aéronautique, le secteur aéronautique, le secteur de la viticulture et un peu plus largement de l'agriculture, et puis le secteur du pôle santé. Ça, ce sont les 3 axes sur lesquels la région Occitanie met le plus d'argent. D'autres régions ont une autre stratégie et ensuite, ça ne veut pas dire qu'ils ne donnent pas à d'autres champs, mais voilà, on a sélectionné les axes sur lesquels les régions travaillent et accentuent et accompagnent les chefs d'entreprise. Donc, c'est pour cela que c'est très important d'être partenaire d'associations d'entrepreneurs. Alors, vous voyez que là, je parle bien d'associations d'entrepreneurs, pas de chambre consulaire. La région, elle a un dialogue, elle a un double dialogue pour l'économie. Elle a un dialogue avec des institutions qui sont les chambres consulaires, chambres des métiers, chambres d'agriculture et chambres de commerce. Mais elle a aussi un dialogue avec des associations spontanées ou des clusters
autour de certains métiers. Donc, ça peut être des associations d'entreprises innovantes. Si je reprends le cas de l'Occitanie, par exemple, son principal interlocuteur, celui qui amène la voix des entrepreneurs, c'est Leader, l'association Leader Occitanie. Elle est en relation avec la région à peu près tous les 15 jours et elle fait remonter la voix du terrain. Donc, suivant les régions, elle va avoir différentes attaches. Et souvent, quand on discute, ils connaissent FCE, mais ils ne savent pas que FCE peut amener de l'information sur le territoire et sur l'économie. Notamment parce qu'il y a beaucoup d'associations finalement économiques hommes, très peu d'associations économiques femmes et qu'on a tendance à avoir un discours qui se brouille. Donc, c'était vraiment avoir un discours économique quand on rencontre ces acteurs-là. Enfin, il y a le préfet. Ne mélangeons pas les torchons et les serviettes. La région ou le département ou la commune, ce sont les citoyens qui votent pour mettre en place des représentants. Le préfet, c'est un fonctionnaire. Il est là pour mettre en œuvre la politique décidée par l'État. Il est le représentant de l'État sur le territoire. Il représente chacun des ministres en fonction des fonctions et il garantit le rôle de l'État sur place. Donc, quand vous allez voir un préfet, il ne peut qu'intervenir dans la mission que lui a confiée l'État. Imaginons par exemple qu'un jour l'État, pour X changement d'étiquette, décide de ne plus soutenir la filière bois. La région pourrait décider de soutenir la filière bois. Mais le préfet ne pourrait pas soutenir la filière bois, même si son département dépend à 70% de la filière bois. Il est là pour représenter le rôle de l'État. Il n'est là que pour un temps très court. En moyenne, il reste entre 2 et 3 ans. L'idée est justement de garantir sa liberté d'action et qu'il ne crée pas de rapport trop proche avec les représentants locaux de façon à garder les coups des franches et à pouvoir agir au nom de l'État, notamment s'il y a un problème à un moment donné. Il y a des préfets départementaux et il y a un préfet régional. Généralement, le préfet du département où se situe la capitale régionale devient le préfet de région. C'est lui qui va s'occuper d'administrer, de représenter l'État au niveau de la région. Donc, c'est un serviteur de l'État, c'est un fonctionnaire. Du coup, il n'a pas la même légitimité et c'est pour ça qu'on ne lui parle pas de la même façon dans le protocole. On ne le positionne pas de la même façon dans le protocole, par exemple. Juste pour rappel, dans le mode de région, donc les infographies, elles sont sur Vie publique, vous pourrez les retrouver, on mettra le lien. On vote par liste au niveau des régionales. Il faut savoir que sur une région, la liste A qui obtient la majorité, elle peut difficilement tout faire sans les autres majorités, sans les autres groupes minoritaires. Il faut qu'elle trouve des accords. On a un système qui fait qu'il va falloir avoir une répartition de sièges. Donc, ça veut dire qu'il est aussi important, à un moment donné, de connaître l'opposition, de savoir qui ils sont, pas pour les inviter tout le temps, mais pour savoir un peu où sont les jeux et où sont les lignes de conduite. Et puis, en ce moment, on peut aussi s'amuser à faire l'exercice que font toutes les écoles de commerce ou toutes les écoles de type Sciences Po, c'est inviter les différents candidats, lorsqu'ils seront connus, donc lorsqu'on aura une date, pour leur poser une seule question. Et vous, quelle est votre vision de l'économie au féminin sur le territoire, par exemple? Les écoles de commerce font ça à chaque élection
Les jeunes agriculteurs font ça également. Ça leur permet de savoir, finalement, de prendre attache avec les différents candidats, au cas où ça ne soit pas celui avec qui on a l'habitude de travailler qui repasse. Ça veut dire aussi que ça permet aussi de savoir quelle est leur vision économique de l'entrepreneuriat au féminin. Faites très attention quand on fait cet exercice-là. Sur la communication, c'est bien de nous avertir au niveau de la commission lobbying pour qu'on puisse vous guider, puis pour demander aussi, et surtout à la présidente nationale, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on le fait bien ou pas, et qu'est-ce que ça peut amener. La deuxième chose, faites très attention, les politiques ont tendance à enfermer les femmes économiques dans le rôle de maman économique, de maman entrepreneur, et donc à très vite vous parler de leur organisation, du temps de travail, de leur position, et c'est encore pire chez les femmes politiques. Elles ont très vite tendance à vous parler du fait qu'elles n'ont connu aucune difficulté à accéder à ce poste-là, ou qu'elles ont eu des hommes bienveillants pour les aider là-dessus. C'est vraiment un discours qui n'amène rien à l'économie. Donc, on doit porter une parole économique avant tout. Enfin, dernier champ, parce qu'on a décidé de s'arrêter à la France cette fois-ci, puis que peut-être un jour, on aura besoin d'aller plus loin, d'aller sur l'Europe au moment des élections ou sur les négociations de fonds de financement européens. Mais là, on va s'arrêter à l'État. Pour rappel, en France, le pouvoir est séparé. Il y a le pouvoir exécutif, donc avec le président qui est élu au suffrage universel direct, avec le Premier ministre qui est nommé par le président, donc il n'a pas de légitimité donnée en direct par le peuple, et puis avec le gouvernement. Dans le gouvernement, c'est très important de savoir leur rang et leur position, ça donne aussi la vision du territoire. Par exemple, les premiers qui sont en bleu sont les ministres, et donc on a deux catégories de ministres. On a des ministres d'État qui ont vraiment le plus de compétences et qui ont le plus de représentativité. Et puis après, on a des ministres. Ensuite, on peut avoir des ministres délégués auprès du Premier ministre, des secrétaires d'État, c'est ces deux-là. Et puis, on a des secrétaires d'État qui vont porter différents dossiers ou spécialités. Dans les rangs des ministres, à savoir que quand on annonce le gouvernement, le rang que l'on donne aux gens montre l'importance que l'on veut accorder à ce sujet-là. C'est très intéressant de voir que, par exemple, sur le gouvernement de Jean Castex, le numéro 2, finalement, du gouvernement, c'est Jean-Yves Le Drian, c'est le commerce, les affaires étrangères et l'Europe. Le numéro 3, c'est Barbara Pompili, donc l'environnement. Le numéro 4, c'est l'éducation, M. Blanquer. Et l'économie arrive en numéro 5 avec Bruno Le Maire. Donc, chaque fois, le rang veut dire aussi quelque chose. Ce n'est pas une annonce, on ne fait pas par ordre alphabétique. On donne l'importance et la lecture de la feuille de route que l'on veut donner ensuite. Ce qui explique aussi dans les arbitrages ce qu'on a pu avoir, par exemple, entre l'éducation et Bruno Le Maire. Pourquoi l'école, pourquoi pas l'école? Il y a une organisation logique à tout ça. Vous n'avez a priori pas accès directement au gouvernement, sauf sur le territoire. Lorsqu'il y a une visite ministérielle, le ministre va mandater le préfet pour inviter des chefs d'entreprise, généralement. Alors, même si ce n'est pas forcément votre champ de compétences, ou même si lui, il n'est pas dans l'économie, il va rencontrer différents acteurs sur le territoire. Là-dessus, on a un gros travail de lobbying à faire parce que chaque fois qu'il y a une rencontre avec un ministre, lorsque l'on fait appel à du champ économique, on a tendance à passer par les consulaires ou par des entreprises en direct parce que ce sont des grosses entreprises ou des vieilles entreprises.
Et la représentativité est quand même bien plus souvent donnée aux hommes sur ce champ-là. Et lorsque l'on fait venir des femmes, on a toujours tendance, les préfets ont toujours tendance, parce qu'ils s'appuient sur les délégués aux droits des femmes et que c'est le rôle des délégués aux droits des femmes, ils ont tendance à inviter les associations qui s'occupent de la protection des femmes. Donc, tout ce qui est violence faite aux femmes, accompagnement sur les femmes. Les délégués aux droits des femmes, leur rôle primordial n'est pas de représenter les entrepreneurs au féminin. Leur mission est de s'assurer du respect de la loi et donc de la protection des femmes. Donc, la déléguée aux droits des femmes, elle peut attribuer des subventions, enfin, plus exactement, c'est le ministère qui donne des subventions, mais le ministère cible des actions. Et généralement, quand elle donne des subventions, ça sera plutôt sur le champ de la représentativité des femmes que sur le poids économique des femmes. Et ça, c'est un champ qui est très, très ambigu. Vient ensuite le pouvoir législatif qui est partagé en France entre deux institutions. Le premier, qui est la représentation du peuple, l'Assemblée nationale, et le second, la représentation des territoires, qui est le Sénat. Si je prends l'Assemblée nationale, ils sont 577, leur nombre varie en fonction des départements. Vous avez la Lozère qui n'a qu'un seul député, et l'Hérault, de mémoire, il doit y en avoir 14 ou 15. Chaque député est responsable de sa circonscription. Il va relayer l'information de l'Assemblée nationale sur la circonscription et faire remonter son travail de terrain vers le haut, mais il va surtout travailler à l'examen des projets de loi. Et chacun des députés appartient à une commission. Ça, c'est très important quand vous vous adressez à un député, à votre député ou au député de votre département, de savoir dans quelle commission ils sont. Parce qu'en fonction, vous ne lui demanderez pas la même chose. Il existe 6 commissions. Alors, de mémoire, parce que je ne sais plus si je l'ai noté, il y a une commission qui est la commission des lois, qui va travailler sur l'appareil législatif. Il y a la commission affaires économiques, affaires étrangères, affaires sociales, affaires culturelles et éducation, défense nationale et forces des armées, développement durable et aménagement du territoire, finances. Donc, ces commissions-là, quand on doit parler de l'accompagnement, par exemple, des entreprises sur le PGE, dans les députés que vous avez autour de vous, celui qui sera le plus sensible et qui va porter le mieux votre vision, ça sera celui qui sera dans la commission finances. S'il est dans la commission développement durable et aménagement du territoire, il ne va pas directement discuter de ça. Parce qu'en fait, ce qu'on voit à la télévision, c'est l'Assemblée, là où on va voter les lois en dernier ressort. Mais avant, chacune des lois et chacun des travaux se passe en commission. Donc, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas dans l'hémicycle qu'ils ne sont pas à l'Assemblée. Les commissions sont chacune réparties dans le bâtiment et chacun va travailler sur son sujet. Si je prends le Tarn, nous avons 3 députés. Nous en avons une qui s'occupe de la commission, qui siège à la commission finances. Nous en avons une qui siège à la commission défense et armée. Et nous en avons un qui siège à la commission législative. Si je dois aller parler de l'entrepreneuriat au féminin, je n'ai peut-être pas besoin de mobiliser celle qui est sur la commission défense. Sauf si dans mes entreprises, j'en ai une qui travaille plus spécialement sur l'armement ou sur de l'innovation en lien avec l'armée. Et dans ces cas-là, ça vaudra le coup d'aller le voir. Donc, connaître son député n'est pas suffisant. Il faut savoir aussi quels sont les sujets qu'il porte et quelles sont les missions qu'il porte. Sur ça, sur l'Assemblée nationale, vous avez l'annuaire des députés. Donc, vous pouvez aller chercher chacun de vos députés. Et vous avez non seulement la commission dans laquelle ils sont, mais aussi les groupes d'études. C'est-à-dire des instances, les groupes d'études, ce sont des instances qui sont en amont de la commission, qui vont travailler sur des sujets pour voir s'il y aurait besoin de faire des lois
et s'il y aurait besoin de faire des choses plus larges. Et donc, par exemple, dans les groupes d'études, on a un groupe d'études sur l'entrepreneuriat au féminin. Ce groupe d'études se réunit régulièrement pour voir comment on peut accompagner l'entrepreneuriat au féminin. Et donc là, c'est important que les députés que vous ayez identifiés, qui sont dans votre champ d'action, que ce soit votre région ou votre département, qui siègent dans cet entrepreneuriat au féminin, c'est important qu'ils soient au courant du travail mené par FCE et des entreprises menées par FCE. C'est un moyen de rentrer là-dedans. Je vois qu'il y a des conversés qui s'affolent. Il y avait des questions peut-être? Il y avait une question notamment sur qu'est-ce qu'on demande à un préfet de région et qu'est-ce qu'on demande à un préfet départemental. C'est là. Alors, sur le préfet de région et sur le préfet de département, c'est exactement ils ont la même mission, la même casquette, c'est juste le territoire de compétence qui est différent. Par contre, un préfet, il faut savoir que la demande qu'on fait à un préfet, c'est l'équivalent d'une demande que l'on fait à un ministre. Il n'est que le représentant du ministre sur place. C'est-à-dire que toute demande, et ça sera calé avec la présidente FCE, mais normalement, toute demande que vous faites passer au préfet, vous portez la voix des FCE au même titre que quand la présidente s'adresse à la secrétaire d'État déléguée aux droits des femmes. D'accord. Donc, il y a d'autres questions? Attends. Donc, il nous est demandé de faire parvenir des présentations types ou des demandes particulières pour pouvoir interroger les prochains candidats aux élections. Donc, si on pouvait leur préparer quelque chose, des messages à faire passer. On a Véronique, présidente 78, qui nous informe qu'elle connaît la députée Yael Braun-Pivet, qui est la présidente de la commission des lois, qu'elle peut nous organiser un rendez-vous. Et enfin, Élodie nous demande si on pourrait avoir la liste des députés avec leur groupe de travail. Elle est en ligne sur l'Assemblée nationale. Voilà. Et elle est vraiment très accessible. Et il y a même toutes les motions qu'ont portées vos députés et tous les amendements qu'ils ont pu déposer ou les rapports ou autres. Sur la commission... sur le groupe de travail entrepreneuriat au féminin, par exemple, c'est un député homme qui est de Toulouse qui s'occupe de ça, qui est vice-président. Il y a plusieurs, chaque fois, une commission, c'est une soixantaine entre 60 et 80 personnes. Et un groupe de travail, c'est une trentaine de personnes, entre 20 et 30 personnes. Et puis après, il y a aussi des délégations d'information qui sont à un autre niveau. Et ça procède aux auditions ou aux rapports d'information. Et ces délégations, elles ont un rôle de contrôle. Et pendant, alors c'est une anecdote, mais jusqu'à très récemment, jusqu'à il y a à peu près 6 mois, hein, chaque fois qu'on interpellait, on parlait d'entrepreneuriat au féminin, c'était systématiquement le président homme du MEDEF ou des CPME qui était interrogé, et jamais de femmes qui étaient interrogées. Et justement, c'est Yael qui a fait évoluer ça en disant mais ça serait bien qu'on entende de temps en temps les femmes venir témoigner sur l'entrepreneuriat au féminin, de façon à ce qu'elles amènent aussi leur regard et que ça ne passe pas par le filtre, même si c'est l'organisation syndicale, mais que ça ne passe pas par le filtre masculin là-dessus. Donc ça, c'est l'Assemblée. Et puis le dernier point, c'est le Sénat. Le Sénat, ils sont moins nombreux, ils représentent le territoire, mais ils ont exactement les mêmes missions d'examen de projets des lois, de propositions de loi, de dépôt d'amendements. Ils ont un rôle un peu de contre-pouvoir en ce moment, vu qu'ils n'ont pas la même étiquette politique que celle qui est à l'Assemblée, même si avec l'aller-retour parlementaire et la navette parlementaire, c'est l'Assemblée qui va trancher. Mais ils ont les mêmes commissions
Et ça peut être intéressant de rencontrer le sénateur pour savoir quelles sont les lois qui sont en préparation et puis quelles sont les informations de terrain que l'on peut faire remonter. Savoir quelles sont les lois en amont permet de préparer, nous, des amendements, enfin nous, FCE, France, des amendements pour mettre en place des choses un peu innovantes là-dedans. Donc, voilà comment fonctionne grosso modo l'appareil de l'État et la circulation de l'information dans l'État. Et en lien avec les régions et avec les départements, sachant qu'il n'y a pas de hiérarchie officielle, c'est-à-dire la présidente d'une région, elle n'a pas à obéir elle n'est pas sous les ordres du député ou du sénateur, elle représente différemment le territoire. Ce sont des partages de compétences, mais pas des rapports hiérarchiques. Ce qui complique ensuite le protocole qu'on va voir maintenant. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? Alors, une des choses que l'on fera sera d'expliquer aussi le rôle de l'Europe un peu plus tard, parce que l'Europe a une très, très forte compétence économique et que la Commission, par exemple, lance régulièrement des appels à projets sur lesquels les entreprises peuvent se positionner et c'est important de savoir qui fait quoi et comment on peut aller chercher cette information-là. Donc, pour continuer, je vais vous parler un peu du protocole de façon à mettre c'est pas le bon, de façon à mettre un peu en perspective ce qu'on a dit avec le protocole, quelles sont les choses que l'on doit faire ou que l'on ne doit pas faire pour comprendre un peu la logique. La première des choses, c'est lorsque vous faites un événement FCE. Lorsque vous faites un événement FCE, l'important, il y a un protocole qui raconte un peu l'histoire de chacun des représentants, des collectivités, des lieux, et voilà ce qu'on doit mettre et qui on doit placer. Par exemple, en salle, lorsque vous installez dans la salle, dans le rang 1, et face à vous, face au pupitre, il y a le préfet qui représente l'État ou le ministre, si le ministre est présent. En rang 2, il y a les députés. Et les députés, ça s'organise en fonction de l'ancienneté dans le mandat. S'ils ont tous été élus aux dernières législatives, vous les classez par ordre alphabétique. Mais sinon, s'il y en a un qui est député depuis plus longtemps, il aura une meilleure place que celui qui est député depuis moins longtemps. Ensuite viendront les sénateurs et puis les représentants du Parlement européen, donc les eurodéputés. Viennent ensuite le président ou la présidente du conseil régional, le président du conseil départemental et le maire de la commune invitante ou le président de l'intercommunalité. Ça, c'est la façon dont vous allez les placer. Ça représente un peu la hiérarchie, la pyramide de l'État. Viendront ensuite les règles dans les discours. Lorsque vous allez ouvrir votre discours. Oui, Catherine. Moi, j'ai une question très concrète. Ça veut dire, s'ils sont tous au premier rang, s'il y a de la place pour les mettre tous au premier rang, tu mets les plus importants au milieu et les moins importants sur les côtés? Exactement. Les maires vont être en bout de chaque côté. Et puis, tu vas avoir le président du conseil départemental, le président du conseil régional. Et puis, tu vas revenir comme ça avec le préfet au milieu. L'État au milieu, en fait. Exactement. Et si vous faites un événement, par exemple, là, pour le congrès FCE et le préfet vient, au centre, il y a deux places. Il y a une place pour le préfet ou le représentant de l'État, si le ministre est là, et une place pour la présidente des FCE, la présidente de France. Hein. Après, les autres seront dispatchés dans les rangs suivants. Mais le rôle est comme ça. On a une règle qui est assez claire là-dessus. Okay.
Alors, si le maire est un ancien ministre, il est placé en tant que maire, c'est son mandat qui préside à son placement. Par contre, dans le discours que l'on va porter, on va le citer au moins une fois en tant qu'ancien ministre, mais une seule fois. On ne va pas dire à chaque fois, mais on doit le faire. Et donc ça, c'est vraiment dans le discours. L'ordre protocolaire, il est complètement inversé. C'est-à-dire que l'État a le dernier mot. Donc, c'est le préfet qui parle en dernier. C'est la règle. Et donc, le premier discours est présenté par les FCE. Voilà, vous introduisez. Et puis ensuite, il y aura le maire, le département, la région, l'eurodéputé, le sénateur, le député et l'État. C'est la même règle que ça, mais on les remonte. Et donc, règle, quand il y a discours, la FCE ne reprend jamais la parole, sauf pour dire je vous invite à prendre un pot d'accueil, c'est-à-dire sauf pour donner une information pratique. Mais on ne fait pas de discours derrière l'État. Même si vous avez oublié quelqu'un, si tout d'un coup la présidente des FCE France arrive alors qu'elle est en retard, eh ben, elle a raté son tour. C'est le principe. Il y a une question. Si Oui, tu as le préfet de région et le préfet de département ce jour-là, est-ce que le préfet de région est devant le préfet de département? Les deux ne parleront pas ensemble. Normalement, le préfet de département n'a pas à parler si le préfet de région est là. Sauf si, par exemple, il avait une expertise sur un sujet très particulier. Et dans ces cas-là, c'est le préfet de région qui le mandaterait pour parler. Mais comme il n'y a qu'un représentant de l'État, de même que s'il y a un ministre et un préfet, il n'y a que le ministre qui parle. Bien sûr. Et comment tu les places? Le préfet de région est devant le préfet de... Oui, il a plus de grades. C'est comme les militaires, en fait, on les classe par grade. Et donc, les préfets, ils ont des grades. Si tu es des préfets de département, tu es moins important qu'un préfet de région, mais plus important qu'un sous-préfet. Comme dit Séverine, c'est assez rare d'avoir tout ce monde-là en même temps, sauf si vraiment événement exceptionnel, mais c'est bon à savoir quand même. Alors, oui et non. Alors, une inauguration d'une usine, par exemple, où vous lancez un produit hyper innovant, eh ben, vous pouvez avoir tout le monde. Voilà, y compris le ministre. Surtout qu'on rentre dans un jeu un peu trouble, c'est-à-dire qu'en ce moment, aller à des inaugurations ou à des réunions fait qu'on fait campagne sans faire campagne. Donc, on sert de marchepied. En ce moment, on sert de marchepied. Depuis le 1er janvier, toute manifestation organisée avec des politiques a été récupérée à des fins politiques. Et on le voit très bien dans les communications des groupes. Alors, je fais partie de différents groupes politiques, mais par exemple, sur l'Occitanie, la réunion des FCE, les militants de FCE, les militants de la région Occitanie, de la présidente, ont bien relayé le fait que les chefs d'entreprise féminines avaient invité la présidente en la saluant sur sa bonne gestion. Et donc, ça a été de la récupération. Alors, il se trouve que c'est ma candidate, donc ça me va très bien. Hein, je ne critique pas. Voilà, c'est toujours ça de prix. Et quand on est colleur d'affiche, c'est toujours bien s'il y a les autres qui font la pub à votre place. Mais en ce moment, c'est de la récupération, bien sûr. Oui, si Emmanuel Macron vient, il parlera en dernier, bien évidemment. C'est la règle, il est le représentant de l'État. Mais on voit bien les incidences aussi de défauts de protocole. Vous avez vu Ursula von der Leyen en Turquie. Le chef, en fait, elle est la représentante de l'Europe
Et le fait que le commissaire prenne la place aux côtés d'Erdogan à sa place, c'est une façon de mettre l'Europe en difficulté, au-delà du fait de mettre elle en tant que femme en difficulté. C'est une façon de ne pas reconnaître le Parlement. Bien sûr que c'était voulu. Parce qu'Erdogan ne veut plus rentrer dans l'Europe. Donc oui, c'était une façon de dire l'Europe ne compte pour rien, j'ai besoin que de la puissance économique, donc du commissaire. Et non, mais ouais, sur le sujet, il est au-dessus d'elle au niveau du protocole. Il est au-dessus d'elle. Non. Ah bah, c'est parce que j'ai lu dans Le Monde hier, justement. Non, il n'est pas au-dessus d'elle au niveau du protocole, il ne représente pas la même chose. En fait. Apparemment, ce n'est pas ce qui est dit et c'est ce qui expliquerait pourquoi Ursula soit restée dans la salle et ne soit pas partie. Non, le protocole européen est très clair. La voix du peuple représente tout. Donc, suivant les États, la règle peut être interprétée différemment et c'est ce que dit le Monde, c'est-à-dire que en France, par exemple, Ursula von der Leyen est la représentante du peuple. On est basé sur le peuple. Notre élection est au suffrage, donc elle a rang de chef d'État, quelque part. Alors que dans d'autres pays, elle n'a pas rang de chef d'État et la Turquie a joué là-dessus en disant « moi, de toute façon, le peuple, ce n'est pas celui qui décide, donc il est plus important que moi ». Mais c'est tout un jeu de pouvoir dans ces cas. Donc, pour nous, c'est le principe. Ensuite, l'autre principe, il existe ce qu'on appelle la règle d'honorariat. C'est le fait que lorsque vous êtes à la retraite, vous gardez le terme. Et donc, quand vous êtes plus ministre, vous êtes à la retraite de ministre. Donc, quand on va annoncer, quand je vais parler à la présidente de région Occitanie, je vais commencer mon discours en disant Madame Delga, présidente de la région, ministre de ou ancienne ministre de. Comme c'est très lourd, il existe une règle qui fait qu'on peut ne pas le dire à l'oral, parce que sinon, ancienne ministre de, c'est un côté un peu rébarbatif, et la plupart des jeunes politiques ne le prennent pas forcément bien. Mais par contre, on va le mentionner sur le carton d'invitation. Dans le carton d'invitation, on doit mettre ancienne ministre de l'économie, ancienne secrétaire d'État de... c'est le principe. Et tout carton d'invitation, du moment que vous invitez une personnalité, doit être validé par son cabinet. C'est la règle. Et en plus, ça évite d'avoir des bourdes et des erreurs ensuite. Mais on doit toujours faire valider le carton. Du coup, il faut penser que le cabinet ne va peut-être pas aller aussi vite que votre imprimeur et que du coup, il faut calculer dans le rétroplanning. Sur la com, Nadia, c'est bien comme c'est difficile de faire valider les choses en cabinet. C'est horrible. Voilà. C'est horrible. Il faut gérer les susceptibilités et les égos de chacun. Voilà. L'écriture, la taille, la mise en avant. Donc, sur le carton d'invitation, là aussi, il y a une règle. La préséance protocolaire régit la place sur le carton d'invitation. On va mettre sur le carton d'invitation tous ceux qui participent au financement de l'événement, mais pas forcément au même niveau et pas forcément à la même taille. Et le bon exemple, c'est les festivals. Vous pouvez prendre ce que font les festivals, ils sont bien habitués et vous reproduisez la même règle. Lorsqu'une autorité a plusieurs mandats, vous choisissez son plus haut titre. S'il est député-maire, bon, il n'en reste plus, mais un député-maire, il est d'abord député et puis maire. Et puis, il n'y a qu'une exception, c'est que si votre manifestation, elle est faite en partenariat avec votre ville ou votre village, même si le village il a 200 habitants et qu'il fait partie
des partenaires et ça se déroule dans la salle des fêtes de votre village, et ben, le maire du village, il aura la préséance sur tout le monde, y compris si Emmanuel Macron vient. C'est-à-dire que sur le carton d'invitation, il y aura écrit Monsieur Louis Truc, maire du village de Trifouilly-les-Oies, on invite et il sera préséant sur tout ça. Les préfectures tiennent à votre disposition, la grande majorité des préfectures tiennent à votre disposition un rappel du protocole si besoin. Vous pouvez le demander au cabinet. Et il vous donne les informations précises avec les titres, parce que dans les titres, c'est pareil, il y a des élus que l'on va appeler qu'on va appeler monsieur ou madame, il y a des élus qu'on va appeler docteur, parce que le titre de docteur, il est préséant sur tout. Théoriquement, quand vous êtes docteur, vous devez l'avoir sur votre... vous pouvez l'afficher et le mettre un peu partout. Donc après, l'élu peut choisir de le mettre ou pas choisir de le mettre, parce qu'il veut avoir une image plus ou moins marquée. Mais voilà, si je prends le cas de Cédric Villani, lorsqu'il vient sur les territoires, s'il va s'adresser, si la manifestation se tient dans une université, il fait marquer Docteur Villani, qui est son vrai nom. Et lorsqu'il va s'adresser dans les quartiers plus populaires, il met Cédric Villani. Parce qu'il a une... Donc, d'où l'importance de valider avant avec lui le carton d'invitation. Et donc, les mentions, on vous a mis quelques-unes des mentions, notamment en présence si la personnalité n'a pas participé financièrement au projet. Si vous n'ont pas donné 1 euro, ils sont marqués comme en présence d'eux. Parfois, vous pouvez avoir sous le parrainage d'eux ou sous le haut patronage d'eux. On a des congrès qui se font sous le haut patronage, par exemple, de la secrétaire d'État. Ça ne veut pas dire qu'elle viendra forcément, mais qu'elle sera attentive aux résultats, à ce qu'il va se dire là-dedans. Voilà. Voilà,